Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alzheimer jour après jour pour faire avec vous le point des nouveautés concernant la maladie d'Alzheimer en 2025. Pourquoi faire ce point aujourd'hui? Eh bien parce que vient de se tenir à Vienne du 1er au 5 avril dernier le Congrès international des maladies neurodégénératives dont font partie la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées et également la maladie de Parkinson. Je tiens à remercier ici particulièrement le docteur Hélène Maulion, neurologue des hôpitaux de Lyon et responsable d'un centre de mémoire, et qui a bien voulu nous en faire un résumé. Premier élément qui va vous intéresser bien sûr, le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas vraiment de scoop en la matière puisqu'il n'y a toujours pas de traitement de la maladie d'Alzheimer, mais simplement des traitements qui ralentissent le déclin cognitif. Le médicament dont on a beaucoup parlé les derniers mois est le lecanemab, qui vient d'être autorisé en Europe le 15 avril dernier. L'Agence européenne du médicament s'est montrée très prudente vis-à-vis de ce médicament. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les premiers essais qui avaient lieu aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne aussi, je crois, avaient montré des effets secondaires rares mais très graves, à type d'édème cérébral ou d'hémorragie cérébrale ayant parfois entraîné le décès. Donc il était assez logique qu'on attende d'avoir un peu plus de recul et en particulier de comprendre pourquoi avaient lieu ces effets secondaires et comment les éviter. Alors à qui est destiné ce traitement, ce médicament? Eh bien il va concerner exclusivement les patients en début de maladie d'Alzheimer. Il va nécessiter aussi avant le début du traitement un bilan vraiment complet, avec bien sûr une IRM au départ, un dosage également de tout ce qui est biomarqueur, à la fois dans le liquide céphalorachidien, donc il faut faire une ponction lombaire, une prise de sang également, et il faut faire aussi un génotypage, car certains génotypes contre-indiquent ce traitement, car soumettant à plus de risques de faire ces complications. Le médicament est administré en perfusion intraveineuse tous les 15 jours, dans un hôpital de jour, car il peut aussi y avoir des réactions qui ne sont pas graves, mais qui peuvent survenir au cours de la perfusion. Dans les suites de l'évolution de la maladie, il va falloir une surveillance très stricte de ce médicament, avec en particulier des IRM très fréquentes, puisqu'il faudra en faire une après la 5e, la 7e et aussi la 14e dose, avec un protocole d'interprétation des IRM très précis, fait donc par des radiologues très compétents. Et cette surveillance va permettre de dépister les sujets susceptibles de faire des complications d'édème ou d'hémorragie cérébrale, sachant maintenant avec le recul que ces complications surviennent essentiellement dans les 3 premiers mois, d'où l'importance de cette surveillance très serrée pendant les 3 premiers mois d'instauration du traitement. Voilà pour ce qui est de ce traitement, encore une fois qui n'est pas un traitement miracle et qui ne va pas concerner tous les patients. Une autre question qui est très souvent posée est celle de la génétique. Alors vous savez qu'il y a des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer avec une très forte transmission, mais qui sont heureusement extrêmement rares, de l'ordre inférieur à 0,1%, je crois. Par contre, les dernières publications ont montré que si votre mère, en vieillissant, a développé une maladie d'Alzheimer, eh bien vous aurez un peu plus de risque de faire cette maladie. Ce n'est pas énorme et ce n'est pas systématique. Le risque de faire une maladie n'égale pas la certitude de faire cette maladie. C'est important de faire la différence. Supposons, dans le pire des cas, mais ce n'est pas le cas, que vous ayez 50% de risque de faire cette maladie parce que votre mère a eu une maladie d'Alzheimer. Encore une fois, c'est pas 50%. Eh bien, ça veut dire aussi que vous avez 50% de chance de ne pas la faire. Et je pense qu'il faut vraiment retenir ça. Passons maintenant aux bonnes nouvelles, qui concernent la prévention de la maladie d'Alzheimer et aussi la prise en charge en début de maladie. Bien sûr, il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, c'est le cas de l'âge. On sait que plus on avance en âge,
plus on a de chances de faire diverses pathologies, y compris la maladie d'Alzheimer. Mais il y a aussi des facteurs modifiables qui peuvent intervenir dans 45% des cas. C'est énorme. Alors, quels sont ces facteurs modifiables? Eh bien, au cours de ce congrès, des études ont prouvé l'intérêt de ce qu'on appelle les interventions multidomaines, de type FINGER, F-I-N-G-E-R, si vous voulez chercher ça sur Internet. Quels sont ces 5 domaines qu'il faudra stimuler en parallèle? Non pas un ou deux seulement, mais les 5 domaines, pour avoir vraiment une efficacité. Et encore une fois, des publications ont prouvé cette efficacité. Le premier domaine d'intervention, c'est l'alimentation. Le deuxième, ce sont les relations sociales. Le troisième, l'activité physique. Le quatrième, la stimulation cognitive, bien sûr. Et le cinquième, la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire. Reprenons tranquillement ces 5 domaines. Dans le domaine de l'alimentation, pour faire simple, c'est le régime méditerranéen qui est conseillé. Du bon gras et moins de sucre. Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver beaucoup de publications qui vous aideront à adopter ce régime méditerranéen. Deuxième domaine très important, les interactions sociales. Si vous vivez tout seul chez vous, si vous êtes veuf ou veuve, que vous allez faire vos courses une fois tous les 15 jours, évidemment, vous aurez peu de rencontres et il y aura des journées où vous ne verrez personne, où vous ne parlerez à personne. Alors, je sais qu'en vieillissant, on est quelquefois un peu flemmard, mais je pense vraiment qu'il faut s'obliger à sortir un peu tous les jours. Si vous avez un animal, c'est un excellent moyen de communication, car si vous croisez quelqu'un dans la rue, manifestement, le plus souvent, la personne ne vous dira à peine bonjour et n'entamera pas la conversation. Si vous promenez votre chien, les gens parleront au chien et vous parleront aussi. Si vous n'avez pas d'animal, eh bien, faites l'effort d'aller de temps en temps prendre un café dans le bistrot du coin. Peut-être prenez la décision d'aller une fois par semaine dans le petit resto à côté de chez vous, pas forcément un resto coûteux. Vous allez créer du lien avec le serveur, avec le patron. Il y aura une relation privilégiée, vous allez devenir un client privilégié et vous allez avoir une relation. Vous allez parler à quelqu'un et il y a un lien social qui va se créer. Actuellement, très souvent, les familles sont éclatées, les enfants sont loin, la famille est loin. Quand on vieillit, eh bien, les personnes âgées, elles sont moins mobiles, donc les gens de notre âge se déplacent moins et c'est plus difficile d'avoir des contacts. Donc il faut savoir créer ce contact. Voilà pour ce qui concerne donc les interactions sociales. Encore une fois, c'est vraiment un élément très très important et là aussi ça coûte pas cher. Troisième élément, l'activité physique. Je dis bien activité physique et pas forcément activité sportive. Activité physique, ça veut dire se bouger un peu tous les jours. Alors le plus simple, c'est la marche, quand on peut le faire. Une demi-heure de marche d'un bon pas tous les jours, ça suffit à maintenir la forme. Vous marchez assez rapidement, 30 minutes, c'est pas énorme. Une bonne paire de chaussures, si vous êtes en Bretagne comme moi, vous achetez un ciré et un parapluie, et c'est bon, vous pouvez sortir quelle que soit la météo. Pensez aussi aux activités sportives, mais adaptées à l'âge. Alors, sauf si vous avez fait de la salle de sport toute votre vie, je vous déconseille de prendre un abonnement dans une salle de sport. Il est préférable de faire de la natation, si vous avez une piscine à côté ou la mer à côté. Il est conseillé de faire du qigong ou de faire du pilates. Ces 3 disciplines sont des disciplines très douces. Quand on le vieillit, elles sont vraiment adaptées aux personnes âgées. Elles obligent aussi à faire beaucoup d'étirements, ce qui est très très bon. Et donc c'est vraiment très bénéfique. Et là aussi des publications ont prouvé l'effet de ces différentes techniques. En particulier, beaucoup de publications ont été faites sur le qigong. Voilà pour l'activité physique et sportive. En ce qui concerne maintenant la stimulation cognitive, bien sûr elle est importante. Et quand on parle maladie d'Alzheimer, on pense d'abord à la stimulation cognitive. Mais la stimulation cognitive, c'est pas seulement faire des mots croisés ou du sudoku. C'est pas seulement faire des jeux avec un crayon et un papier. Bien sûr, vous pouvez le faire. Si vous achetez des revues, essayez de vous obliger à ne pas vous limiter aux mots croisés ou au sudoku que vous avez l'habitude de faire. Essayez d'élargir un petit peu le spectre des jeux que vous faites. Essayez de faire l'effort de temps en temps de faire des jeux que vous n'aimez pas trop faire ou pour lesquels vous avez des difficultés. Ça fera fonctionner une autre partie de votre cerveau et ce sera une bonne chose. Et puis pensez aussi à la télévision, toutes les émissions de jeux à la télévision du type Question pour un champion.
Pensez aussi que la stimulation cognitive, ça peut être aussi aller au cinéma et téléphoner ensuite le jour même ou le lendemain à une amie pour raconter ce que vous avez vu. Ça peut être lire un livre et téléphoner à un de vos enfants pour raconter ce que vous avez lu et partager cette lecture. Ça aussi, ça fait partie de la stimulation cognitive, et de façon moins formelle et plus ludique. Donc, toutes les activités que vous faites vont stimuler votre cerveau. Pensez aussi à toutes les activités de bricolage, que ce soit de la menuiserie. Moi, j'aime beaucoup faire de la menuiserie, c'est quelque chose qui fait travailler le cerveau, car il faut vraiment penser avant d'agir. C'est le cas aussi du jardinage. Si vous faites du jardin, que ce soit du potager ou des fleurs, il faut penser la chronologie des événements, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne sème pas à n'importe quel moment, on ne plante pas à n'importe quel moment, on n'oublie pas d'arroser. Donc ces activités-là sont des activités de stimulation cognitive, car elles obligent à réfléchir. C'est aussi le cas de la cuisine. Quand vous faites de la cuisine un peu compliquée, eh bien ça vous oblige là aussi à programmer et à faire travailler votre cerveau. Donc ne pensez pas uniquement, encore une fois, mots croisés. Maintenant, le 5e domaine, vous le connaissez mieux sans doute, c'est le domaine de la prévention de tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire. Alors vous savez que c'est l'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol. Attention pour les hommes qui ont tendance à avoir une obésité abdominale. Ça s'accompagne souvent effectivement d'hypercholestérolémie et d'hyperglycémie. Donc allez voir votre médecin de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, faites une prise de sang en même temps et vous verrez que tout se passera bien. Voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant la prévention. Les études qui ont été communiquées, les publications qui ont été communiquées à ce congrès ont montré que non seulement la prise en charge simultanée de ces 5 domaines a permis une amélioration quand on fait des tests de mémoire, les gens ont amélioré leur performance, et on a aussi, ce qui est très intéressant, constaté une amélioration au niveau des lésions à l'IRM. Donc c'est pas simplement dans la tête que ça se passe, il y a aussi, c'est matérialisé par l'IRM, le cerveau s'est amélioré. Donc que vous soyez en début de maladie, que vous ayez simplement des troubles de mémoire, que vous soyez simplement en bonne santé mais un petit peu âgé, eh bien allez-y, jouez sur ces 5 domaines et vous verrez que vous allez voir bien plus la vie en rose et vous allez aussi vieillir bien, pas seulement dans votre tête mais aussi dans votre corps, vous aurez moins de douleurs, vous aurez moins de rhumatisme, vous serez peut-être moins essoufflé, et vous vivrez en bonne santé. Jusqu'à la fin de vos jours, c'est le souhait que je vous souhaite, c'est le souhait aussi que je me fais, mourir en bonne santé un jour, c'est mon souhait le plus fort. Je vais m'arrêter là, j'espère vous avoir été utile au cours de cette vidéo, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.